Hélène. Désolé du retard, Hélène. Le taxi a un peu galéré. Je crois qu'il a galéré. Je lui ai pas mis la pression, j'ai dit no pressure. Donne-moi un peu d'amour, toi. Oh, oui, ça va. Madame la Présidente, allons-y. Martine, non mais c'est pas possible cette voix. C'est pas possible cette voix, c'est non négociable. Qu'est-ce que c'est que cette voix? Vous allez me faire pleurer. Yes, it did. Oh, a happy day. Oh, a happy day. When Jesus washed. When he washed. Martine, elle chante une chanson qui me... Frank, merci d'être là. Salut Sylvain. Je disais de toi que tu es un être inspirant. On va reculer dans le temps, si tu veux. Est-ce que c'est vrai que tu bégayais quand tu étais enfant? Oui, dans des moments de forte émotion, prendre la parole dans ma classe, devant certains camarades, ou devant des filles, dans des situations où l'émotion remontait, je bégayais. En fait, les mots ne sortaient pas comme la pensée et le cœur le voulaient. OK. Et comment ça s'est passé ton enfance? J'aimerais connaître un peu qui est Frank Nicolas. Moi, je suis né dans un quartier où, quand tu te promènes seul avec une paire de baskets neuves, c'était une incitation à les donner. Ah oui? Ça donnait ça. Un jeune sur deux était au chômage. Et je suis né dans une famille du bas de la classe moyenne. Je dirais pas forcément pauvre, mais vraiment du bas de la classe moyenne. On était très heureux. Mais j'avoue que j'ai décidé vers les 13-14 ans de rompre avec cette vie où on vous dit deux choses qui sont fausses. Numéro 1, ne parle pas aux inconnus. Attention, on l'entend. What? Numéro 2, pour vivre heureux, vivons cachés. Ah oui, pour vivre heureux, vivons cachés. On nous a dit ces deux choses, et moi aussi on me les a répétées. Et à l'âge de 13 ans, 14 ans, je me suis dit, basta, hasta la vista, ciao, merci, au revoir. J'ai décidé de rompre avec ces deux idées reçues. Et voilà comment j'ai commencé à changer ma vie. J'ai commencé à changer ma vie à partir du moment où j'ai décidé de reprendre le contrôle de ma vie et de ne plus laisser les autres décider à ma place. Tu sais que quand on n'a pas d'idée de ce que l'on veut exactement, quand notre cerveau est dans le brouillard, on sait comment ça fonctionne ici. Il y a plein de gens sur ce plateau. Ouais. Le boulot, le dodo, le métro. On connaît l'expression. Ouais. Mais à quel moment, moi, je pense à ma vie? On se lève le matin, on va au travail, on rentre le soir, les enfants, on les embrasse. Sais-tu qu'aujourd'hui, dans notre société, au Canada, pas au Paraguay, pas à New York, ici au Canada, un couple actif de deux parents qui travaillent ne parle pas plus de 15 minutes avec leur enfant chaque soir. T'es pas sérieux? Ouais, pas plus de 15 minutes. Et après, on se dit, ben voyons donc, moi je suis un adulte, je sais exactement ce que je veux, et qu'est-ce que tu veux? Et la problématique de la plupart des gens, c'est qu'ils savent exactement ce qu'ils ne veulent pas. Mais ce qu'ils veulent, c'est complexe. Et voilà ce qui s'est passé quand j'étais jeune. J'ai très vite su ce que je voulais faire. On va parler de 4 étincelles. Allez. La première, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais tout jeune d'ailleurs, quand tu étais agressé. La première étincelle, c'est que justement, je t'en parlais tout à l'heure, j'étais seul dans la rue et un groupe de jeunes est venu vers moi pour me demander mon survêtement que ma grand-mère m'avait acheté. Et j'ai refusé de leur donner et j'ai pris un coup de couteau. Donc ils ont voulu me donner un coup de couteau dans le ventre pour mon survêtement. Ça m'a complètement décontenancé parce que je ne savais pas qu'on pouvait mourir. J'en avais entendu parler, mais à mon âge, je ne savais pas qu'on pouvait mourir pour des vêtements. Et j'ai esquivé le coup, donc du coup c'est ma main qui a pris le coup de couteau et du coup je me suis retrouvé avec le chandail en sang, mais c'était ma main en fait qui était en sang et ça les a fait fuir. Et ça a été ma première étincelle de prise de conscience que la vie était courte et que ici, a priori, on en avait qu'une. Tout à fait. Tu vois, Deuxième étincelle, ta mère qui perd un emploi. Ma maman était coiffeuse dans un salon de coiffure employé et quand sa patronne lui a dit du jour au lendemain, mais il n'y a vraiment aucun reproche, je ne peux pas te garder, hein, je vais te licencier. Et ma mère s'est retrouvée, j'ai toujours cette image
dans cette pièce, on n'avait pas un grand condo chez nous, hein. C'était une toute petite pièce, tout petit appartement. Et je vois ma mère avec mon père, assis l'un face de l'autre. Ils ne me voyaient pas, j'étais à côté. Et il s'est passé 15 minutes très longues, très lourdes. Et ma mère a regardé mon père et lui a dit « Écoute-moi bien, plus jamais quelqu'un ne me dira ce que je dois faire. Je vais créer maintenant moi-même mon propre salon de coiffure pour enfin recouvrir la liberté. » Waouh! Et je me suis dit, waouh, quel leadership cette femme, quelle démonstration de liberté. Oui, parce que la plupart des gens aujourd'hui ont toujours le sentiment de subir le choix des autres. Ouais. Et à ce moment-là, cette femme, ma mère, m'a donné un exemple, le plus bel exemple de leadership. Ta mère, à un moment donné, bon, un peu plus tard, tu es devenu présentateur télé en France, Oui. lecteur de nouvelles, qu'on pourrait dire, hein, oui. que les gens comprennent bien. Oui. Et tu dis que ça t'est monté à la tête. Oui. Tu es devenu la tête enflée Oui. et que ta mère t'a ramené... Oui, en fait, j'ai pris la grosse tête parce que les gens me reconnaissaient dans la rue. Et pendant 6 mois, je crois que c'est pas une tête que j'avais, c'était probablement une citrouille d'Halloween, tu vois. C'était Halloween avant Halloween, tu vois. Et ça a duré 6 mois. Je me prenais vraiment pour une méga star. Et ma mère m'a dit, toi, viens ici. On va jaser. Et en fait, elle m'a expliqué tout simplement que la vie, c'était beaucoup plus simple que ça. Et parce que finalement, j'ai toujours manqué un peu de reconnaissance, notamment de la part de mon père, qu'à ce moment-là, c'était une façon pour moi, de façon très malhabile, d'aller chercher de la reconnaissance. Et elle m'a dit, maintenant, écoute-moi bien, mon fils. Tu m'écoutes, hein? Elle m'a dit, voilà ce que je te propose. Je te laisse 1 semaine pour trouver la solution la plus radicale, la plus rapide et la plus saine de changer d'état d'esprit. Et je te laisse 1 semaine. Je suis rentré chez moi, complètement bouleversé. Et j'ai pris la décision, pour changer d'état d'esprit, de m'engager comme pompier volontaire. Ah oui. Et j'ai été pompier volontaire pendant 4 ans. Ça veut dire que je présentais mon journal de nouvelles le soir, je finissais à 20h le soir. Et à 21h15, 21h30, je prenais ma garde comme pompier volontaire. Et ce qui m'a permis de revenir à la réalité. Et qu'est-ce que ça t'a appris? Plein de choses. Mais ce qui a été l'étincelle pour moi, c'est que la misère existait près de chez moi. Je n'avais pas pris conscience que près de chez moi, moi, le petit notable de ma ville, ici dans le quartier, il y avait des gens qui souffraient, mais à un point que tu ne peux pas imaginer. Et le métier de pompier m'a, tel que demandé par ma mère, ramené à la raison très rapidement quand tu vois des gens mourir près de chez toi toutes les fins de semaine. Ça t'a montré un peu ta mortalité aussi. Parce que toi qui avais tout le succès et tout ça, tu as vu que c'était pas éternel dans le fond. Là. Oui, je me suis aperçu que je vivais à côté de ma vie. Je vivais à côté de ma vie. Et le fait de voir les autres souffrir nous ramène à une vraie constance de présence. Ensuite, tu as été journaliste en Afghanistan. Ça n'a pas dû être évident, là. J'ai été reporter dans plusieurs pays et j'ai eu le privilège d'aller en Afghanistan à la chute des talibans. Je suis passé par le Pakistan, j'ai fait plusieurs pays comme ça. Et là encore, le métier de pompier volontaire, les fins de semaine pendant 4 ans, m'a ramené à cette réalité, d'accord, où mon prochain pouvait souffrir. C'est-à-dire qu'on a toujours envie d'aider les autres très loin, dans plein de pays, mais nous, on se dit non, d'aider quelqu'un dans la rue, c'est pas forcément intéressant, ou de faire un don, non, parce qu'on a tout ce qu'il faut. C'est faux. C'est faux, on n'a pas tout ce qu'il faut, même dans notre pays. Mais l'Afghanistan, ça a été un choc pour moi, un choc de culture, mais aussi un choc de valeurs, parce que quand tu vois des enfants estropiés, je me rappelle d'un jeune qui m'a amené sur... j'étais à Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, et Kaboul, c'est un peu comme chez nous ici à Montréal, il y a une petite colline, tu vois, où tu peux monter. Et il me dit, on va passer par la colline, mais suis-moi. Mais vraiment, il faut que tu me suives complètement, sinon tu vas mourir. Et je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire? Il me dit, parce qu'il y a encore des mines antipersonnelles sur cette colline. Ça n'a pas encore été enlevé complètement par l'armée américaine. Je dis, ok, très bien. Et je le suis, et il me dit, c'est ici que mes parents sont morts. Alors, et puis plein d'anecdotes comme ça qui m'ont ramené une nouvelle fois encore à cette valeur de la vie. Tu sais, les gens vivent comme s'ils avaient 2 vies ici sur Terre. Je suis croyant, tu le sais. Il y a, évidemment, on croit tous à après, mais ici sur Terre, on n'a pas 2 vies. Et on n'a pas 2 chances, selon moi,
de mener cette expérience à 110%. Et les gens vivent comme s'ils avaient 2 vies. Et voilà comment j'ai cessé de vivre comme si j'avais 2 vies. Et voilà pourquoi même maintenant, c'est le bonheur d'être avec toi. Tu le sens que je suis présent avec toi. Je suis là. Tout à fait. Tu le sens bien, hein? Ben oui. Tu le sens bien. Si tu le sens pas, tu me dis. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est de vivre dans l'instant présent. Qu'est-ce qui fait à un moment donné que tu as tout laissé? Un soir, tu es rentré faire ton bulletin de nouvelles et tu as senti que c'était fini. Tu sais tout, toi. Hein? Il s'est renseigné. J'ai flanché. J'ai flanché. J'étais Monsieur Superman. Parce que tu avais tout. Tu avais l'argent, la gloire et de tout quitter ça. J'étais Monsieur Superman. J'avais 2 entreprises. J'avais des gens qui me reconnaissaient. J'étais à la télévision, un petit notable dans ma ville. Mais j'avais pris du kilo. Et puis un jour, je m'installe comme ça devant la caméra. Bonsoir à tous, Franck Nicolas, on va voir aujourd'hui le... Et je mets à parler mon téléprompteur. Et le téléprompteur défile et je ne sais plus ce que je dis. Ah oui. Instantanément, je suis dans le brouillard. Et je bloque. C'est-à-dire que je lis des choses et je ne m'entends même plus. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé, un peu comme une bombe qui explose et t'as les oreilles, tu n'entends plus rien, tu sais, j'entends ça. Et déjà au maquillage, avant, Pascal, qui était ma maquilleuse depuis maintenant près de 15 ans, pour la première fois de ma vie, je ne parlais plus au maquillage. Mais je n'avais pas compris pourquoi. Et là, à ce moment-là, je lis le journal des nouvelles et je me suis dit, plus jamais je ferai ce métier. Et quelques semaines plus tard, j'abandonnais tout et j'ai fait un burn-out qui a duré plusieurs mois. J'ai tout lâché, j'ai vendu mes entreprises, j'ai vendu une partie de mon parc immobilier, j'ai laissé tomber mon métier de journaliste parce que je me sentais plus utile dans cette mission. Et puis, j'ai décidé de me recentrer sur le coaching que j'avais déjà commencé il y a bien longtemps avant. Ton désir d'aider les gens, là. Oui, j'avais déjà fait du coaching. C'était l'une de mes entreprises, mais c'était l'une des entreprises, l'une des activités. Mais je faisais tellement de choses, que je ne savais plus exactement qui j'étais. Tu te rappelles ce que je t'ai dit tout à l'heure, au début, quand tu m'as posé la question, je t'ai dit que je vivais à côté de moi. Ben, j'étais mort à côté de moi. C'est fort, ça, là. Mort à côté de moi. J'étais plus là, quoi. J'étais plus présent. Avec les milliers de personnes que tu rencontres, qu'est-ce qui manque le plus à l'être humain, d'après toi? La faim. La faim. F-A-I-M, hein? Oui. Sans la faim, c'est la faim. Sans la faim, c'est la faim. Ça fait combien d'années que tu présentes cette émission? 21 ans. Est-ce que tu me donnes le sentiment d'être avec autant de plaisir ici avec moi? Oui. Oui. C'est la faim qui te donne ça, Sylvain. En fait, il y a un jeune homme, je fais beaucoup de médias sociaux, qui me disait Franck, est-ce que l'argent rend meilleur? Non. Est-ce que pour réussir, il faut de l'argent? Non, il ne faut pas de l'argent pour réussir, il faut du courage. Est-ce que pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même? Oui, ça c'est sûr. Mais en revanche, c'est la faim qui nous tient. Si on entretient cette faim, on n'a plus besoin d'excuses. La participante la plus âgée à mes séminaires, c'est plus de 30 heures en 3 jours, 87 ans. Elle était plus jeune que des jeunes de la salle qui avaient 20 ans. Pourquoi? Parce qu'elle avait encore cette faim, cette soif d'apprendre, cette soif de découvrir, cette soif de rire. C'est la faim que nous devons garder en nous pour continuer à être engagés dans tout ce que l'on fait. Si on perd cette faim, on va trouver des excuses et on va revenir dans une moyenne, dans une fadeur. Oui, tout à fait. Je veux présenter un livre qui est absolument magnifique, qui est best-seller d'ailleurs, en passant, qui s'intitule « Confiance illimitée ». C'est aux éditions Un Monde Différent. Gâtez-vous, prenez le temps de le lire et j'invite les gens à aller te voir évidemment sur ta page Facebook. Vous allez voir qu'il y a du monde là. Bonjour. Est-ce que la vie, elle est belle aujourd'hui? Est-ce que la vie est très belle aujourd'hui? Ah, c'est ça que j'aime, une belle vie. Ne reportez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Mes journées commencent à 5 h et se finissent à 9 h, 9 h 30. Trop de négativité. Il y a trop de négativité. Et c'est ça qui décontenance la plupart des gens parce qu'ils vivent entre ce sentiment de vouloir plus et une émotion du temps présent. Le ressenti du présent est souvent en opposition avec ce qu'ils veulent dans le futur. Ça veut dire que quand on veut perdre du poids, dans l'instant on a faim, on mange une pizza. C'est en opposition. Et c'est ça la dualité.
Les gens veulent immédiatement. C'est-à-dire que la patience n'a plus sa place. On nous a dit depuis la naissance qu'on pouvait tout avoir tout de suite et maintenant. C'est faux, je suis désolé, c'est faux, on ne peut pas tout avoir tout de suite et maintenant. On peut, je le crois, avoir beaucoup dans notre vie, d'abord intérieurement et ensuite extérieurement, avec patience. Tout ce que vous allez faire dans la vie, ne soyez plus étonnés à partir d'aujourd'hui. Vous ne pourrez pas me dire, Franck, je ne le savais pas, tu ne me l'avais pas dit, ma grand-mère ne me l'avait pas dit, les livres de réussite qui disent qu'on peut réussir en 2 secondes ne me l'avaient pas dit. Alors je vais te le dire une bonne fois pour toutes. Dans tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie, ne sois pas étonné, ne te sens pas diminué, tu es comme tout le monde, parce que ça c'est la vraie vie, ça demande plus d'efforts, plus de temps et plus d'argent que prévu, toujours. Dès que tu t'engages dans un projet, ça demandera plus de temps, plus d'argent, plus d'efforts, toujours. Voilà, c'est pas compliqué. Donc maintenant que tu le sais, arrête de pleurer, agis.